Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Les Courbes Graciles est un podcast qui demande des heures de lecture, de recherche, d'écriture, mais aussi de montage. Pour le soutenir, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux ou à vos proches. Bonne écoute! Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, les guerres avec la Corée et le Vietnam conduisent les femmes à voir leur rôle évoluer. Durant la période, elles entrent massivement dans la vie active et deviennent de véritables forces de travail rémunérées. Lorsque ces épisodes conflictuels cessent, les femmes sont toutefois progressivement encouragées à reprendre leurs obligations maritales et domestiques. En un mot, elles sont gentiment encouragées à rentrer chez elles. Phénomène qui est d'ailleurs renforcé par l'émergence du Red Scare, le mouvement de peur associé à l'émergence du communisme. Face à cette menace, le foyer est présenté comme un sanctuaire à protéger dans lequel les femmes doivent nécessairement s'épanouir. Dans ce contexte, entre les années 50 et 60, on voit apparaître deux écrivaines, a priori que tout oppose Gwendolyn Brooks d'un côté et Sylvia Plath de l'autre. La première est afro-américaine. Elle est issue d'une famille ouvrière précaire, native de Chicago. La deuxième est blanche, privilégiée et originaire de la banlieue de Boston. Pourtant, ces autrices apportent toutes deux une vision critique du foyer, un lieu idéalisé, associé traditionnellement au féminin. À cette époque, l'âge moyen des femmes qui se marient est de 20 ans. Un véritable culte de la domesticité est construit par le cinéma, la publicité et la littérature, diffusant l'idée selon laquelle les femmes devraient consacrer leur existence tout entière à leur famille. En 1963, inspirée par les travaux de Simone de Beauvoir, l'autrice américaine Betty Friedan publie un essai intitulé « La femme mystifiée », qui réunit les entretiens qu'elle mène auprès de ses anciennes camarades de fac, 15 ans après leur remise de diplôme. Elle écrit que 2 femmes sur 3, admises à l'université, décrochent avant même d'avoir fini, afin de permettre à leur époux de rester scolarisés ou pour maintenir la perception de leur propre féminité. Ainsi, à cette époque, l'instruction des femmes est mal vue, car on considère que cela porte atteinte à une certaine conception de ce que devrait être la féminité. Nombreuses sont celles qui abandonnent leurs études, en particulier pour se conformer à d'insidieuses injonctions patriarcales. C'est ce que déplore Sylvia Plath dans La cloche de détresse, publiée en 1963. Elle y dénonce l'impossibilité pour elle et ses contemporaines d'avoir une véritable ambition professionnelle. Les seules options possibles étant de poursuivre une carrière de sténodactylographe ou de se consacrer à sa famille. Tout comme l'autrice, Esther Greenwood, le personnage principal du roman, jeune lauréate d'un concours de poésie et stagiaire dans un magazine de mode, est justement rebutée par l'idée d'apprendre la sténographie. C'est une méthode qui permet de prendre des notes extrêmement rapidement, à l'aide de symboles, pour la rédaction de courriers. Elle se refuse à apprendre cela, bien que sa mère l'encourage en ce sens. L'héroïne ne peut s'imaginer occuper un travail qui l'obligerait à utiliser ce langage abrégé. L'essayiste Betty Friedan, qu'on a évoqué il y a quelques instants, poursuit son analyse en insistant sur la valorisation par les médias de masse d'un certain idéal féminin qui glamourise le rôle de la housewife, belle, dévouée et heureuse. Un univers dans lequel le développement intellectuel des femmes est suspect. Bien que cette analyse se fonde principalement sur la situation des femmes blanches et aisées, elle s'étend également aux classes moins favorisées. C'est ce que montre l'autrice Gwendolyn Brooks dans son unique roman Maud Martha, dans lequel les efforts de l'héroïne pour s'instruire, se cultiver, sont dévalorisés au profit d'autres protagonistes telles que sa sœur, dont on fait l'éloge de la beauté. Le personnage principal, dont l'inspiration est autobiographique, est mis en garde. « Tu n'auras jamais de petite amie si tu n'arrêtes pas de lire ces livres. » Dans son essai, la journaliste Betty Friedan continue son investigation avec un constat frappant.
Elle remarque que le fait d'adhérer pleinement aux normes de la féminité ne permettait pas nécessairement aux femmes d'être heureuses. J'ai essayé tout ce que les femmes sont supposées faire, trouver un hobby, jardiner, socialiser avec les voisins, adhérer à des associations. Je n'ai jamais eu d'ambition professionnelle. Tout ce que je voulais, c'était de me marier et avoir 4 enfants. Mais qui suis-je ? L'autrice esquisse en filigrane la question de la crise identitaire. Lorsque notre liberté est résiduelle et que nos choix ne nous appartiennent pas véritablement, comment peut-on se définir ? Qui est-on ? Pour répondre à cette question, Simone de Beauvoir écrit dans Le Deuxième Sexe qu'il est demandé à la femme, pour accomplir sa féminité, de se faire objet et proie, c'est-à-dire de renoncer à ses revendications de sujet souverain. Thématique essentielle, on s'en empare d'ailleurs jusque dans la littérature de genre états-unienne, car c'est l'interrogation posée par Shirley Jackson dans les années 50. Qui sont toutes ces housewives ? Comment existent-elles individuellement et collectivement ? L'autrice fantastique et horrifique s'inspire du quotidien de sa vie de famille pour penser ses récits, et c'est bien souvent la toile de fond qu'elle donne à voir à ses lectrices. Le foyer qu'elle dépeint dans ses œuvres n'a rien de rassurant ou de nourricier. C'est en réalité le théâtre de faits sombres et inquiétants. C'est le cas notamment dans La Maison hantée, publiée en 1959. Aucun œil humain n'est capable d'isoler l'élément précis qui, dans la composition malheureuse des lignes et des espaces, donne une allure diabolique à une maison. Il y avait là cependant un je ne sais quoi, une juxtaposition insensée, un angle mal conçu, une rencontre hasardeuse entre ciel et toiture, par lequel Hill House respirait le désespoir. Vision d'autant plus terrifiante que la façade semblait en éveil, avec ses fenêtres sombres, évoquant les yeux d'un vigile, surmontés de temps à autre par le sourcil inquiétant d'une corniche. Hill House paraissait s'être construite toute seule, s'érigeant selon ses propres plans entre les mains de ses bâtisseurs. Elle avait surgi par sa propre volonté et dressé sa gigantesque tête contre le ciel, sans rien concéder à l'humanité. C'était une maison dénuée de bienveillance qui n'était pas destinée à être habitée et ne pouvait accueillir ni amour ni espoir. Chez Shirley Jackson, les personnages ne vivent pas dans des lieux accueillants, mais dans de vastes demeures hantées et obscures, où même les enfants deviennent des menaces, ce qui rend l'espace domestique profondément hostile. Les femmes, mères de famille ou non, ont quant à elles tendance à souffrir d'anxiété. Elles se sentent enfermées, prises au piège dans des familles qui deviennent des prisons. Elles peuvent même sombrer dans la folie, ce qui semble leur permettre de s'extraire des attentes patriarcales qui pèsent lourdement sur elles. Dans certaines œuvres, on voit qu'elles sont amenées à invoquer des moyens d'action quelque peu extrêmes pour lutter contre l'ordre établi, en faisant usage de la magie par exemple. Sylvia Plath et Gwendolyn Brooks, toutes deux lauréates du prix Pulitzer de poésie, s'opposent également à ces valeurs conservatrices. La dénonciation de l'enfermement du foyer est d'ailleurs au cœur de leur production littéraire. Avec cette volonté commune de bouleverser l'ordre patriarcal qui s'impose à elles, elles apportent une vision renouvelée de l'épanouissement féminin. Dans un article publié dans la presse par Brooks en 1951, intitulé « Pourquoi les femmes noires quittent le foyer », elle écrit « De nombreuses femmes n'ayant jamais travaillé jusque-là ont démarré une activité professionnelle durant la dernière guerre. Elle n'oubliera jamais la douce saveur de l'indépendance financière. Pour la première fois probablement, elle aurait été capable de s'acheter une paire de bas sans anticiper les jurons de son mari, sans risquer une enquête hystérique de sa part. Elle pouvait offrir à ses enfants un nouveau manteau sans planifier un plan à la fois complexe et stratégique, ou subir la fumée et le feu d'une semi-révolution. Elle s'est sentie droite dans ses bottes, grande, comme si elle faisait partie du monde. Les femmes, ne pouvant obtenir cela, vont privilégier de plus en plus le fait de vivre seules. Ce que l'autrice met en avant ici, c'est la corrélation entre indépendance financière et liberté, passant nécessairement par le travail rémunéré à l'extérieur du foyer pour les femmes. On rappellera ici qu'il s'agit là d'une paradoxale émancipation,
pour reprendre les termes de l'historienne Francine Muel-Dreyfus. Car de fait, elles deviennent les victimes d'oppression de classe, de race, mais au dehors, et du phénomène de cumul du travail salarié et du travail domestique gratuit. Et comme l'écrit Simone de Beauvoir, c'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Mais en même temps, la majorité des femmes qui travaillent ne s'évadent pas du monde féminin traditionnel. Elles ne reçoivent pas de la société ni de leur mari l'aide qui leur serait nécessaire pour devenir concrètement les égales des hommes. Sans compter les grandes disparités qui existent entre les femmes instruites et celles sans diplôme qui sont davantage exposées à la précarité professionnelle. En parallèle, la poétesse Sylvia Plath écrit en 1949 une lettre pleine d'appréhension. « J'ai peur de me marier. Épargnez-moi de cette cage sans pitié qu'est la routine. Je veux être libre. » Vous l'aurez compris, dans les années 50, époque durant laquelle les deux poétesses écrivent, les femmes sont encouragées à s'épanouir dans un rôle domestique traditionnel, d'épouse et de mère, et à laisser de côté leurs ambitions extra-familiales. Mais face à cela, ces deux autrices se montrent suspicieuses. Cet idéal féminin n'est pas le leur. Dans ce contexte, elles décident de déployer le sarcasme pour le remettre activement en question. C'est particulièrement visible chez Gwendolyn Brooks, notamment dans la façon dont elle parle d'un couple voisin du personnage principal. Marie ne dépoussiérait ou ne balayait qu'occasionnellement et ne récurait le sol que lorsqu'il était recouvert d'une épaisse couche de crasse. Ses repas étaient soit mal cuits, soit brûlés. Elle confiait le linge à la blanchisserie chaque semaine, mais la plupart du temps laissait les vêtements humides dans le sac toute la semaine durant, ne le vidant que quelques minutes avant l'arrivée du blanchisseur pour qu'il puisse être rempli de linge sale à nouveau et emporté. Les chemises d'Auberto étaient repassées à la blanchisserie. Les sous-vêtements qu'il portait étaient toujours froissés. Par contre, elle repassait régulièrement et avec grand soin ses propres vêtements. De tels péchés domestiques faisaient bien jaser. La dernière phrase de cet extrait montre, avec le terme péché, totalement disproportionné par rapport aux faits évoqués, à quel point l'autrice ironise sur l'opprobre populaire qui est réservé à cette femme qui ne se conforme pas aux attentes traditionnelles. De même, dans le poème Le Candidat de Sylvia Plath, on retrouve un peu ce même sarcasme. The applicant. First, are you our sort of person? Do you wear a glass eye, false teeth, or a crutch, a brace or a hook, rubber breasts or a rubber crotch, stitches to show something's missing? No, no? Then how can we give you a thing? Stop crying. Open your hand. Empty? Empty. Here is a hand to fill it and willing to bring teacups and roll away headaches and do whatever you tell it. Will you marry it? It is guaranteed to thumb shut your eyes at the end and dissolve of sorrow. We make new stock from the salt. I notice you are stark naked. How about this suit? Black and stiff, but not a bad fit. Will you marry it? It is waterproof, shatterproof, proof against fire and bombs through the roof. Believe me, they'll bury you in it. Now your head, excuse me, is empty. I have the ticket for that. Come here, sweetie, out of the closet. Well, what do you think of that? Naked as paper to start, but in 25 years she'll be silver, in 50, gold. A living doll everywhere you look. It can sew, it can cook, it can talk, talk, talk. It works. There is nothing wrong with it. You have a hole, it's a poultice. You have an eye, it's an image. My boy, it's your last resort. Will you marry it? Marry it. Marry it. En quoi pouvons-nous vous aider? Cessez de pleurer, ouvrez la main. Elle est vide? Pour la remplir, une main qui ne demande qu'à préparer le thé, soigner la migraine, faire tout ce que vous voudrez. Voulez-vous l'épouser? C'est garanti à vie. Le mariage est associé ici, en filigrane, à un contrat rigide, qui requiert une candidature formelle. Les femmes sont dépeintes comme des êtres désincarnés, corvéables, toujours disponibles. Dans un élan presque automatique, de l'ordre de la machine, du robot,
elle soigne, prépare et cuisine. On comprend par là que sous l'apparente sécurité de ce cadre, c'est en fait une privation de liberté qui s'opère. On constate toutefois que l'autrice ne rejette pas entièrement le concept de foyer, puisqu'elle reprend l'imagerie qui s'y rapporte, mais dans le but de la détourner. Fait particulièrement notable ici, l'espace domestique devient un objet poétique à part entière, légitime et digne d'intérêt. Il ne s'agit plus de cacher ce qui se passe dans la sphère privée, intime, habituellement perçue comme féminin. Par là, on pourrait dire qu'elle réécrit le script de la domesticité. Un autre poème de Plath, Le Geôlier, écrit au début des années 60, va encore plus loin dans cette vision cauchemardesque de la vie conjugale, synonyme d'enfermement et de torture. Les suées de mes nuits graillonnent l'assiette qu'il me porte. Au menu, le même décor de brouillard bleu planté, avec les mêmes arbres, les mêmes pierres tombales. C'est donc tout ce qu'il a à me proposer, ce bruiteur de clés. J'ai été droguée puis violée, 7 heures durant assommée, plongée dans un sac noir. La poétesse, qui abandonne la retenue qui caractérisait ses premiers poèmes, adopte un style sans détour ici, se rapprochant de la confession. On comprend que le personnage dépeint dans ce texte, vraisemblablement la poétesse elle-même, est prisonnière d'un mariage abusif. Elle ne dissimule plus la vérité derrière des métaphores subtiles. Le ton est direct, factuel. Dans une interview donnée en 1961, elle confirme que ce qui l'intéresse véritablement, à la fois en tant qu'écrivaine et poétesse, mais aussi en tant que lectrice, c'est l'exploration de sujets tabous, privés, honteux, conformément au courant auquel elle appartient, c'est-à-dire le confessionnalisme, qui met l'accent sur l'expérience personnelle des individus dans sa traduction la plus intime, avec l'exploration de thématiques telles que la maladie mentale, la sexualité, le suicide ou encore les traumatismes. Perhaps this is an American thing. I've been very excited by what I feel is the new breakthrough that came with, say, Robert Lowell's life studies. This intense breakthrough into very serious, very personal, emotional experience, which I feel has been partly taboo. Robert Lowell's poems about his experiences in a mental hospital, for example, interest me very much. These peculiar, private and taboo subjects I feel have been explored in recent American poetry. I think particularly of the poetess Anne Sexton, who writes also about her experiences as a mother who's had a nervous breakdown, as an extremely emotional and feeling young woman. And her poems are wonderfully craftsman-like poems, and yet they have a kind of emotional and psychological depth, which I think is something perhaps quite new, quite exciting. Pour illustrer cela, Sylvia Plath invoque Anne Sexton, grande figure de ce courant, qui a énormément écrit sur la dépression dont elle a souffert, ainsi que sur des thématiques proprement féminines telles que les menstruations, l'avortement ou la maternité. En 1962, dans un entretien accordé à la presse britannique, Sylvia Plath est interrogée sur ses inspirations. Ses poèmes lui viennent-ils de ses lectures ou de son vécu ? Je pense que l'expérience personnelle est très importante, mais elle ne doit pas être une sorte d'expérience de la boîte fermée et du reflet dans le miroir. Je crois qu'elle se doit d'être pertinente et pertinente au regard des choses qui se produisent à plus grande échelle. Sa poésie, profondément ancrée dans le monde, ne peut être dissociée de l'histoire collective, a fortiori de celle d'un groupe féminin plus vaste. Vous l'aurez compris, à partir des années 50 aux États-Unis, un mouvement de contestation émerge, discret, peu diffusé par les médias de masse, mais effectivement véhiculé par ces écrivaines qui dénoncent l'oppression qu'elles subissent. L'intime, traditionnellement tu dans le silence des foyers, commence à être dévoilé. Avec les féministes de la deuxième vague, une quête nouvelle de liberté s'amorce, qui s'étend au-delà de l'Amérique blanche, avec notamment Angela Davis, qui popularise le black feminism. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ces quelques références vous auront donné envie de découvrir ou de redécouvrir Sylvia Plath, Gwendolyn Brooks ou encore Shirley Jackson. Comme toujours, un grand merci pour votre écoute. Avant de vous quitter, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser,
sachez que je viens de créer Gracile, une newsletter dédiée à la littérature, à la culture et au féminisme. Le lien se trouve en barre d'informations. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!